Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Aujourd'hui, nous réalisons ce qu'on appelle des spéciales. Et aujourd'hui, on va faire une spéciale Avalon. Donc, nous sommes dans le Lyon avec nos partenaires Radio Avalon. Et nous allons parler une fois de plus d'un sujet préoccupant, d'un sujet qui concerne beaucoup de monde, le sujet de la désertification médicale. Les zones rurales comme le Morvan sont touchées par la désertification médicale. Nous avons passé des mois où la situation était dramatique, puisque là où il nous aurait fallu 2 médecins, où il faut encore 2 médecins, voire 2,5, nous n'en avions qu'un demi, un demi-poste. Et ça a duré pendant au moins 1 an et demi. D'où la nécessité de recruter. Alors évidemment, les situations sont variables d'une zone rurale à une autre, mais quand on regarde un petit peu les chiffres, on voit que ce qui est vécu du côté de Carré-les-Tombes, c'est ce qui nous attend dans la plupart des zones rurales. Donc il faut anticiper. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est au-delà du médecin généraliste. On voit aussi dans Lyon, par exemple, les difficultés d'accès à l'ophtalmo, les difficultés d'accès à l'orthodontie, etc. Ouais. Et là, on commence à avoir des gens qui ne se... Parce que quand on dit désertification médicale, la première chose, on dit « Ah, c'est le médecin généraliste ». Pas seulement. Mais non, et voilà, c'est qu'on manque de pédiatres, de gériatres, de radiologues, de cardiologues, comme je dis, tout ce qui est... Et on commence à manquer de praticiens chirurgiens dans les hôpitaux. Si vous regardez la moyenne d'âge, vous savez qu'il y a certains médecins qui ne seront plus remplacés ou qui ne seront pas remplacés parce qu'on ne trouvera pas. On est la partie du territoire de Lyon qui, sur un habitat très dispersé, connaît la population âgée la plus importante du territoire, qui est elle-même la plus importante de Bourgogne, et on est en dernier au niveau national. Donc c'est un peu la double peine. C'est la double peine parce qu'on additionne l'âge avec les difficultés de mobilité et puis les distances. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. En outre, et c'est vrai, ça concerne notre territoire, ça concerne toute la communauté de communes, mais on est en bordure de la Nièvre, on est en bordure de la Côte d'Or, ça concerne un territoire beaucoup plus large. Il n'y a pas de frontière administrative à la santé. Et donc, on a ce problème-là. On sait aussi que demain, il n'y aura plus que 3 médecins sur Avalon s'ils ne sont pas remplacés. Donc la situation est... Pourtant, Avalon, c'est pas le bout du monde. Avalon, c'est pas le bout du monde, mais pour qu'un médecin s'installe, parce que c'est pas que le médecin généraliste, je suis tout à fait d'accord, mais le premier veilleur au niveau de la santé, c'est quand même le médecin généraliste sur nos territoires. Et pour qu'un médecin s'installe, il faut aussi lui donner les conditions d'installation. Et c'est là peut-être où il y a un effort à faire au niveau de l'implantation des médecins, mais un effort à faire également au niveau de l'accueil des médecins. Oui. Un médecin qui s'installe, généralement c'est une femme maintenant. 62%, je rappelle, des médecins qui s'installent en France, ce sont des femmes. C'est pas un problème en soit-il, mais le temps de travail consacré à l'activité est moins important qu'un homme parce qu'il y a l'activité, je veux dire, de femmes. Et chose importante aussi, c'est qu'un médecin femme passe plus de temps à l'écoute de son patient qu'un homme. Oui, et puis c'est aussi le problème de l'accueil de professionnels du conjoint. Oui. Il y a tous ces problèmes-là qui se posent. Et à ce niveau-là, on a certainement des choses à inventer. Je voulais dire aussi que notre territoire, c'est un territoire, donc, comme je décris, qui est vraiment en désertification importante. C'est aussi le seul territoire qui a le privilège malheureux de n'avoir aucune structure pour accueillir les personnes âgées. Et on se heurte à des difficultés importantes qui sont d'ordre économique pour avoir une structure susceptible d'accueillir les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui veulent rester chez eux, mais avec une qualité de présence. Nous avons un record, je crois, concernant les personnes âgées, puisque je peux vous dire qu'on a à peu près 200 personnes de 70 ans et plus pour 720 habitants. Alors faites le pourcentage, ajoutons qu'on est zone montagne tout de même. Ah oui, que en plus. Les conditions de déplacement l'hiver ou les conditions climatiques sont plus difficiles. Qui implique que le médecin se déplace, aille chez ces patients-là. Alors je rappelle qu'en France, on a un moment, je donne des chiffres parce que c'est quand même important, 55 000 lits en maison de retraite. Donc les personnes âgées, on fait quoi ? Alors justement, là, c'est pas arrivé du jour au lendemain.
Certes, il y a matière à réfléchir, mais vous savez, c'est tant qu'on n'est pas... Je suis pas là pour jeter le pavé dans la mare. Tant qu'on n'est pas au pied du mur, on a du mal d'avancer. Hein. D'ailleurs, je crois que justement, là, je ne sais pas si c'est le moment de parler des maisons médicales, mais anticiper. On sait qu'il faut environ 5 ans pour monter une maison médicale, un projet complet. Et le problème quand ça va bien. Quand ça va bien. Et le problème qu'on rencontre, mes collègues pourront le confirmer, c'est que pour anticiper, il faut qu'on ait l'accord des médecins qui sont en place. Oui. Ce qui est très difficile. Le plus difficile, ça veut dire qu'il faut attendre que le problème soit posé et soit quasiment insoluble pour commencer à travailler sur ce sujet. Malheureusement... Qu'il fasse les 3-8 ou moins des 8 voilà. Pour dire, tiens... Voire même, il est arrivé que des médecins ayant trop de travail s'en aillent. Oui. Parce qu'il y avait trop de travail. Voilà, dévisse sa plaque, tout à fait. Parler des personnes âgées, donc le maintien à domicile est une solution qui est actuellement la moins onéreuse, mais ça suppose qu'il y ait des médecins. Le fait d'avoir des maisons de retraite suppose également qu'on ait un médecin pas loin, disponible. Oui. Le problème que nous rencontrons aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce qu'on appelle une proximité? Alors, pour certains organismes, excusez-moi, je pose des questions au fur et à mesure, je vous coupe, mais qu'est-ce qu'on appelle une proximité? Parce que pour certains organismes, c'est 25-30 km. Écoutez, pour moi, c'est trop loin. D'abord, la proximité, c'est bien un problème de distance. Aujourd'hui, la manière de raisonner, c'est de dire que la proximité, c'est un problème de nombre d'habitants, de démographie. En gros, si la zone est dense, on peut accepter de mettre des moyens. Si la zone est peu dense, on n'accepte pas de mettre des moyens. La proximité, effectivement, c'est des délais de route raisonnables, c'est 15 minutes, 20 minutes, c'est ces ordres de grandeur-là, maximum. Donc ça vous donne entre 10 et 15 km maximum dans le Morvan, j'imagine. Oui, et j'imagine aussi en période d'hiver, comme on disait tout à l'heure avec M. Daniel Seuvre, c'est qu'il faut y aller dans ces campagnes. Hein. C'est pas toujours dégagé. Il n'y a pas très longtemps, à l'hôpital d'Avolant, une réunion en lien avec l'ARS par rapport à la mise en place d'un pôle de santé sur le territoire. On a listé avec l'ARS les territoires qui étaient prioritaires. Carré-les-Tombes a été déclaré comme prioritaire. J'espère que ce ne sera pas simplement un mot sur un compte-rendu, mais que ça prendra des formes. Et M. Guibourg est en charge de mettre en place un pôle de santé sur le territoire qui regrouperait Avallon, Carré, Guyon et Rouvray, en Côte-d'Or, pour, comme première démarche en direction d'une maison de santé sur Carré-les-Tombes, parce que, comme disait Monsieur le Président des maires ruraux, il est vrai que ça ne peut exister que si les porteurs de projets sont les médecins. Actuellement, les médicaux et paramédicaux chez nous sont pas moteurs, donc il faut qu'on passe par une structure intermédiaire, un pôle de santé qui peut quand même permettre de maintenir la permanence médicale sur le territoire. Donc c'est effectivement une piste qu'il faut privilégier en attendant de pouvoir évoluer vers quelque chose de plus permanent. Alors c'est un peu difficile parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge, je rappelle, des médecins en France, 52 ans. Les médecins généralistes, 53 ans. Donc on se retrouve dans une situation, exemple à Vallon, où d'ici 3-4 ans, on a 3-4 médecins qui vont partir à la retraite. Donc pour les impliquer sur un projet, moi je rappelle que pour monter un projet santé avec l'ARS, il faut minimum 2 médecins. Alors si on va avoir des fonds publics, donc c'est un peu compliqué parce que le médecin qui a fait sa carrière, il dit c'est bien, moi je veux bien éventuellement aller participer, mais à rejoindre votre projet, bon bof, ce qui est légitime et normal. Justement, alors Monsieur Seuvre, vous sur la commune, on est en train de parler sur Carré-les-Tombes, vous êtes arrivé aujourd'hui à trouver un médecin, vous êtes déclaré comme zone, je veux dire zone désertifiée. Comment cela se passe-t-il? Déjà, oui. Parce qu'on entendait justement les réticences de personnes étrangères. Alors je rappelle que vous avez déjà recruté un premier médecin. Expliquez-nous votre expérience. Durant l'absence de médecins, qui a duré pas mal de temps, on évoquait ce problème tout à l'heure, les patients sont allés à la périphérie. Ils se sont choisi un médecin à la périphérie, à 20, 25, 30 km. Avallon, Vézelay, Rouvray, Lorme, Monceau, Guyon, etc. Et le problème consiste maintenant à faire revenir les patients. Il faut recréer une patientèle. Ouais. Il faut que le médecin sache que les premières semaines vont être difficiles, puisqu'il faut redonner confiance et faire en sorte que les gens, peu à peu, reprennent l'habitude de venir au cabinet médical à Carré.
Pardon. Parce qu'en fait, il y a une certaine crainte. Alors, ce que disait notre pharmacien représentant de l'UNPF de la Bourgogne, c'est qu'il y a une certaine réticence des populations. Parce que, déjà, du médecin étranger à la commune, médecin étranger en général, et donc ils veulent un petit peu laisser voir parce qu'ils se disent j'ai un médecin référent, j'ai pas envie de le lâcher. Oui. Est-ce que c'est les choses que vous ressentez sur le terrain? Oui. Il faut que le médecin qui arrive donne confiance. Effectivement, les gens craignent que ce soit un nouveau départ. Ça a été le cas à Carré, puisque le médecin roumain est resté 4 ans, il est reparti. Donc pendant 3 ou 4 mois, les patients sont... il n'est pas reparti en Roumanie, il est reparti en région parisienne. Pour les raisons familiales. Pour des raisons personnelles, oui. Ça n'est pas une mise en cause du médecin. C'est une situation... qu'on peut rencontrer fréquemment. Les raisons familiales ont fait que le médecin a dû déménager. Mais il faut donc à nouveau que les gens reviennent, retrouvent que le médecin leur donne confiance, et c'est le cas en ce moment. C'est en train de se faire. C'est en train de se faire, mais bon, c'est lent. Et ça peut décevoir le médecin qui arrive. Oui, donc c'est pour cette raison, il faut que les populations qui, sur place, aient ce réflexe aussi d'aller voir ce médecin, pas attendre un petit peu des échos, pour savoir un petit peu comment ça se passe, qu'ils aillent d'eux-mêmes le voir, le rencontrer, d'aller auprès d'eux. D'autant plus, il se déplace aussi, le médecin, j'ai pu comprendre, donc, qui se déplace au sein des communes, de la commune, dans les hameaux, pour rencontrer les populations, parce qu'il y a quand même une population importante, ce que vous disiez à juste titre tout à l'heure. Il ne se dépasse pas seulement sur la commune. J'ai la commune, les hameaux, tout le canton et même au-delà du canton. Ouais. Et dans les communes de la Nièvre, lorsqu'on fait appel à lui. Les médecins précédents ont eu une grosse patientèle venant de la Nièvre. Il ne faut pas limiter nos... Est-ce qu'on nous a facilité, je veux dire, l'installation? Parce que j'imagine, monsieur le représentant des maires ruraux, le président de la communauté de communes, vous êtes allé taper à la porte d'organismes. Le premier, je pense, c'est l'ordre des médecins. Ah, monsieur le président de l'ordre des médecins, on manque de médecins, aidez-nous, non? Enfin, il n'y a pas grand-chose à attendre, en fait, de ce point de vue-là. Absolument. Vous me confirmez? C'est la corporation, quand même, c'est eux qui sont les premiers concernés. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais il faut dire un chat est un chat, les choses, clairement. Les choses n'ont pas toujours été simples, c'est vrai, mais enfin bon, elles finissent par s'arranger. Oui. Disons que les recrutements auxquels nous avons procédé n'ont pas toujours plu au Conseil de l'Ordre. Alors est-ce que... j'ai du mal à comprendre pourquoi, sachant que le Conseil n'est pas en mesure de faire face à tous ces problèmes. Et je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse non plus. Oui, mais bon, c'est quand même bon à savoir, parce que d'un côté, on a des populations là qui nous écoutent aujourd'hui, nous avons des auditrices, des auditeurs qui se disent, mais attends, on manque de médecins en France, on parle du numerus clausus, et puis d'un autre côté, que font ces organismes, que font les élus, parce que vous êtes les premiers ciblés, mis en ligne, il va y avoir les élections 2014, programme santé, c'est quand même important. Donc c'est important d'expliquer un petit peu à nos populations les contraintes, les difficultés. Hélas, moi je crois qu'on doit d'abord compter sur soi-même dans ces affaires-là. Je voudrais quand même mettre un petit éclairage sur... c'est vrai qu'il peut y avoir une réticence de la population à changer de médecin tout court, on ne va même pas parler d'un médecin. Oui, voilà, en général, voilà. J'ai en tête l'expérience de la commune de Domat, qui a fait appel pour équilibrer les premières années à la générosité de la population, qui a récupéré, je ne sais plus, 75 ou 80 000 euros pour couvrir un éventuel déficit entre les sommes qu'elle va consacrer à salarier les médecins et ce qui va rentrer dans les caisses. Le fait d'associer la population sous cette forme-là donne envie, et la population prenne à aller voir ces médecins-là, évidemment. Je crois qu'il faut effectivement trouver un moyen d'associer la population pour que ces réticences-là soient vaincues. De toute façon, on n'aura pas vraiment le choix. Je crois que la solution, c'est d'ouvrir la formation à davantage de jeunes étudiants. Bien sûr. Si on manque de médecins, il faut les former. Et ce n'est pas en limitant le recrutement qu'on va trouver une solution définitive. Absolument. Les mesures qu'on prend, on les prend parce qu'il faut bien les prendre. Mais
c'est pas la solution définitive. Non, c'est vrai qu'il faut augmenter le numerus clausus. Oui. Si on augmente le numerus clausus, on en connaîtra le bénéfice dans 7 ou 8 ans. 10 ans. Même 10 ans, ou 10 ans, oui. Oui. Donc il y a déjà ce phénomène-là. Ouais, mais et alors, puis, moi, il faut aussi que le territoire soit attractif pour le médecin. Ça, je crois que c'est un problème d'élu. Il faut mettre le paquet pour que les jeunes aient envie de venir. Autrement, c'est la région parisienne, c'est le Midi, la France, c'est les grandes zones urbaines. Hein. Donc il faut qu'on soit attractif et il faut qu'on apprenne à se vendre, je crois également. Moi, mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, il y a un ensemble de solutions. Si on essaye de se projeter, c'est pas facile. En 2025-2030, j'imagine qu'on aura des pôles santé. J'imagine qu'on aura développé la télémédecine, ce qui pose d'ailleurs le problème de l'équipement de tous les territoires en haut débit. Et c'est là un enjeu d'aménagement du territoire qui est absolument vital. Si on ne le fait pas maintenant, si on passe à côté, maintenant, il faut savoir que on imagine tous les jours sont inventés de nouvelles applications. Et donc je comprends qu'il soit difficile d'imaginer en 2025 de quoi on aura besoin. Néanmoins, il faut avoir cette volonté, cette vision d'aménager le territoire, et en particulier avec le haut débit. Donc ça, c'était pour juste l'application de télémédecine. J'imagine que dans 15 ans ou 20 ans, on aura peut-être la possibilité que certains actes médicaux soient faits par des infirmières, ce qui n'est pas toujours possible aujourd'hui, ça dépend de type d'acte, etc. Je crois que la solution, elle n'est pas unique, elle est multiple, et qu'elle est en grande partie encore aujourd'hui à inventer. On a effectivement des objets techniques que sont les maisons de santé qu'on essaye de mettre en place ici ou là, avec toutes les difficultés que l'on rencontre. Il faut également imaginer, inventer d'autres solutions, parce que même dans certains endroits, les maisons de santé, on n'est pas sûr d'y arriver. Si j'écoute l'ARS, on voit bien que les jeunes médecins sont plutôt tentés par aller dans des villes, dans des hôpitaux, et d'être plutôt salariés. C'est vrai qu'il faut imaginer un jeune médecin qui n'a pas encore l'expérience arriver à la campagne. Alors, paraît-il, d'après ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a une chose, c'est que s'ils pouvaient faire l'essentiel de leur stage à la campagne, ensuite ils n'ont plus envie de quitter la campagne parce qu'ils trouvent que c'est bien. C'est ce qu'on nous dit. Donc on nous demande d'étudier des solutions pour accueillir des remplaçants, pour accueillir des stagiaires. Donc ça peut être de l'hébergement que les communes pourraient relativement facilement mettre à disposition d'un médecin référent qui accueillerait ces stagiaires. Cela dit, quand on dit ça, on se rend compte très rapidement, si on ne touche pas au numerus clausus, qu'on va vider les hôpitaux de leurs médecins, alors que le problème se pose également dans les hôpitaux. Donc ça, c'est vraiment... On ferme des hôpitaux, donc on peut récupérer les médecins. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est vraiment du court-termisme, ça. La solution, évidemment, ce sont des emplettes sur des jambes de bois. C'est très temporaire, c'est très aléatoire. En tout cas, pour moi, c'est pas l'avenir que de résoudre le problème de cette manière-là. Donner envie, certes. Faire connaître la médecine générale, certes, mais je pense que ça suffira pas. Le salariat me semble être une piste, puisque c'est une demande tellement forte, 70%, 75%, je ne sais plus. C'est bien ça. De médecins qui sortent de formation souhaitent être salariés. Ça, veut être sécurisé pour être en salarié, voilà. C'est ça. Alors peut-être aussi faut-il réfléchir à pourquoi il veut être salarié plutôt que libéraux. C'est pas seulement une histoire de prendre des risques en n'ayant pas suffisamment de patientèle au début. C'est autre chose. C'est toutes les formalités, c'est toutes les déclarations, c'est j'imagine toute la paperasserie qui est associée à ça. Alors on parle là justement en début d'émission, c'est de développement de la maison médicale, notamment à Vézelay. Donc c'est un projet 10 ans après sa première évocation, donc 10 ans quand même. Hein. Moi dernièrement j'étais invité sur la Lorraine avec l'ARS, l'ordre régional de médecins, il y avait une conférence. La moyenne c'était 7 ans. Ils ont mis en place, il y avait 3 exemples, 7 ans pour mettre un projet. Est-ce que justement c'est pas un peu long la réactivité? C'est-à-dire que quand on commence à poser les premières pierres, le projet n'est pas dépassé. Alors justement là sur la communauté de communes d'Avallon, il y a une réflexion à ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur le Président? Je pense que quand on pose le problème, on est déjà un petit peu en retard. Le problème, on aurait dû le poser il y a 10 ans, effectivement, en faisant de la prévision. Maintenant, on court après.
Et mais ceci dit, je suis tout à fait d'accord avec M. le Président des maires ruraux, il n'y a pas une solution. Il y a des solutions. La maison médicale pluridisciplinaire est une des solutions pour qu'elle soit attractive. On l'a dit tout à l'heure, c'est une solution qui ne peut fonctionner qu'avec les médicaux et paramédicaux comme moteurs. Tant qu'ils ne sont pas moteurs, on risque de construire des maisons qui seront vides. Le salariat, ça peut être une solution aussi, c'est à voir. Alors, on va suivre avec intérêt l'expérience de Domat, savoir comment ça se déroule dans le temps. Ça pose un certain nombre d'autres questions, à celui du financement par les collectivités. C'est pas neutre non plus. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de collectivités, là j'étais avec M. Poncelet, Christian Poncelet, 60%, je rappelle qu'il fait partie de la Commission économique nationale, 60% des communes en France sont en situation financière catastrophique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des petites communes, des communes rurales, payent des services qui étaient gratuits hier. Oui. Contribuent financièrement pour que ces services existent. Ça s'appelle la encore. Délocalisation, ça s'appelle décentralisation. Non, c'est simplement la libéralisation des services publics. Très beau terme. Oui, mais tout ça, c'est toujours pareil. Au bout du compte, ça fait un peu l'effet millefeuille, et en cascade, en conséquence, eh bien, ça coûte cher aux communes. Alors, imaginons, moi, je reviens sur notre problème de la santé, mais c'est des budgets qui seront au moins pour développer des pôles de santé. Parce qu'aujourd'hui, pour monter un pôle de santé, il faut quand même des financements. Si vous voulez monter un pôle pluridisciplinaire, je prends par exemple la réflexion qu'il y a sur la communauté de communes d'Avalon-Morvan, sur Carré-les-Tombes. Monsieur Seuf, qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à ça ? Les communes rurales, les petites communes n'ont pas les moyens financiers pour réaliser ou pour aider fortement les gens qui viennent s'installer. Bon, on offre par exemple le loyer gratuit pendant quelques mois, le cabinet pas gratuit mais presque. Justement, c'est intéressant votre expérience. Voilà, vous avez mis à disposition et aider, participer à l'installation. On offre le logement gratuit pendant 6 mois et on offre le cabinet gratuit pendant 6 mois également, et ensuite à 50 € par mois. Donc, mais on peut pas faire davantage. On n'a pas les moyens de financer. On n'a pas les moyens non plus en personne. Les gens qui sont actuellement sur la commune, il y a des infirmières, il y a un dentiste, il y a un kiné, etc., ne sont pas porteurs de ce projet de maison pluridisciplinaire. Et on ne peut pas se substituer à ces personnels. Un manque d'implication. On peut aider. On souhaite pouvoir aider. On a essayé déjà autour de la communauté de communes. Il y a quelques années, on a fait pas mal de réunions. On n'a pas réussi à décider les personnels à s'engager dans cette démarche. Et on peut pas les remplacer. Alors, on reste disponible pour aider et faire tout le nécessaire, tout ce qui est à la portée d'une commune. Alors, je rappelle, pour monter un pôle de santé, il faut au moins 2 médecins pour avoir un financement pour des fonds publics, qui n'est pas évident à trouver. Imaginons, par exemple, une commune comme Carré-les-Tombes, un médecin qui vient d'arriver. Bon, s'il vient en France, on sait pertinemment que la première motivation, c'est parce qu'il a un manque de travail dans son pays d'origine, quelle que soit l'origine des médecins. La motivation est évidemment financière, ce qui est normal et logique, parce qu'un déracinement, moi je rappelle, c'est pas du tout évident. C'est une autre vie, c'est une remise en cause totalement de sa carrière et de sa vie. Donc ça, c'est une chose. Mais derrière, par rapport à ça, par rapport à de tels projets comme ça derrière, des organismes comme l'ARS, là, aujourd'hui, qui sont, je veux dire, il y a un manque quand même à gagner financier. Est-ce qu'on peut pas coupler des fonds publics et privés ? On peut le souhaiter. Ou même, pourquoi pas envisager des fonds totalement pour aider les communes. Ça peut être une piste qui donne un terrain, une surface, avec un projet en atterrant. Moi, ce que je crois, c'est que en ce qui concerne les investissements, on a toujours moyen de s'en sortir, de trouver. Il y a des fonds européens qui peuvent aider. Il y a les communes, mais sur des projets publics. Sur des projets publics, les communes sont capables de faire des choses assez extraordinaires dans ce domaine-là. Pour les investissements, le problème après, c'est le fonctionnement. C'est de financer le fonctionnement. C'est là où sont des coûts qu'on ne voit pas forcément apparaître, sauf si on salarie les médecins, les coûts de fonctionnement sont très clairement établis, mais l'entretien des bâtiments qui ont forcément lieu au bout d'un moment, etc., tout ça, ça coûte de l'argent. Et quand on voit l'état des finances communales, je peux vous assurer qu'un bâtiment où il faut refaire le toit, c'est très important. Et oui. C'est très important. C'est une route qu'on ne fera pas. Et oui. Est-ce qu'on ne peut pas développer, je veux dire, carrément, un projet santé et social ?
C'est-à-dire maison de la naissance, maison des seniors, les assistantes maternelles. Sauf que ce qui nous manque, effectivement, c'est des soutiens, et y compris des soutiens de public ou parapublic. L'objet, c'était de faire sur le même terrain, suite à l'échec de l'EHPAD que nous avons connu, de faire un village bleu, c'est-à-dire un village senior, qui permet aux gens de vivre sur le territoire parce qu'ils sont attachés au territoire et ils ne sont pas nécessairement suffisamment malades pour partir en maison de retraite ou suffisamment inconscients. On avait également le projet de faire sur ce site une maison médicale pluridisciplinaire si les médicaux et paramédicaux étaient partants, et de mettre en place également, parce que nous avons mis en place le SPASAD, service public d'aide et de soins à domicile sur les territoires, tout ça en lien avec la mutualité française qui était prête à assurer la gestion. La difficulté, c'est de trouver le bailleur social. Et le bailleur social, nous avons eu projet d'une réunion dernièrement à la sous-préfecture d'Avallon où nous avons sollicité la présence de 12 bailleurs sociaux pour leur présenter notre projet parce qu'on est acculé à la difficulté d'en trouver un. Aucun bailleur social ne s'est présenté. Et il a même fallu que ce soit la sous-préfecture qui téléphone aux bailleurs sociaux qui étaient invités pour leur demander s'ils viendraient ou s'ils ne viendraient pas. Vous voyez leur degré d'investissement. Ouais. Donc, on peut avoir des projets, on peut être ambitieux, et il faut qu'on le soit, il faut qu'on porte l'avenir, il faut qu'on invente, vous avez raison. Mais arrive des moments où on est le nez dans le mur, et puis on peut pas faire porter aux collectivités locales le poids d'un projet comme celui-ci. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Un détail qu'on a oublié, on ne peut pas demander à un médecin étranger qui vient s'installer d'être porteur d'un projet de maison pluridisciplinaire. Les difficultés, enfin la connaissance politique du terrain, la connaissance économique, sociale, etc., c'est vraiment pas possible. Sauf au bout peut-être de 10 ans d'expérience. Mais je crois que les pouvoirs publics sont parfaitement informés à travers les ARS de la situation. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, c'est une question de volonté, c'est une question de finance, c'est une question de choix politique. On veut renvoyer vers l'échelon local la responsabilité de ces politiques-là, sans donner les moyens à l'échelon local qui existait avant au niveau national. Le problème, il est vite réglé. Hein. Si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire, même si on a la responsabilité. Aujourd'hui, les solutions classiques ne suffiront plus, donc il faut absolument explorer d'autres voies. Ça fait partie des... Vous disiez tout à l'heure, aide-toi le ciel t'aidera, il faut une formule de genre. Il faut aussi qu'il y ait une politique nationale assez volontariste. On ne peut pas partir dans toutes les directions, il faut quand même une cohérence, une forme d'unité. Je suis d'accord avec vous. Mais le projet existe, le projet les projets tels qu'ils sont présentés par le monde politique de Marisol Touraine sont des projets qui sont ambitieux. C'est tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est la concrétisation qui manque derrière. Mais moi, je vois sur beaucoup de communes monter des projets, il y a certaines rivalités aussi, c'est pas du tout évident. Déjà entre les professions médicales, paramédicales, est-ce que c'est quelque chose, vous en tant que président des maires ruraux, de façon générale, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une certaine solidarité des élus pour arriver à trouver des solutions? C'est effectivement très compliqué. Il y a encore, faut pas le nier, des guerres de clochers entre des communes qui voudraient bien avoir la maison médicale et puis d'autres qui voudraient pas que ce soit la communauté de communes qui la finance. On a effectivement des choses de ce type-là. Là-dessus, personne n'est irréprochable, c'est clair. Oui. On a des difficultés à anticiper. Souvent, ce n'est que quand on a vraiment le problème sur les bras qu'on commence à chercher, à se poser des questions, des solutions. Alors, en ce qui concerne les maisons médicales, c'est encore pire parce que moi je me souviens d'une réunion sur un secteur avec tous les professionnels de santé qui étaient là. C'était une fin de non-recevoir de la part de la totalité des médecins. Une fin de non-recevoir. Alors qu'on sait très bien que dans cette zone-là, dans les 5 ans qui viennent, il y aura la moitié des médecins qui ne seront plus en exercice. Ben oui, mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de mettre la première pierre, simplement de monter le projet. On n'est pas capable de monter le projet. Et quand vous dites, à juste titre, que c'est 5 à 7 ans pour monter une maison médicale, ça veut dire que quand on sera dans une situation désespérée, seulement là, on pourra travailler. Et la population pourra nous reprocher de ne pas avoir anticipé. Mais en l'occurrence, on n'aura pas été aidé sur cette affaire-là. Oui, je crois qu'il faut que les élus se mobilisent. C'est vrai que c'est eux qui sont la cheville ouvrière, mais le parcours est très difficile.
À très bientôt. Merci. Libre-échange, Sylvain Blondin.